Israël est un pays qui vit en crise permanente depuis sa création, même avant. Et donc, c'est un pays qui arrive à s'adapter à toutes les crises. Et je pense que c'est une des raisons. Les pays qui sont concurrents d'Israël sont moins habitués. Comme chaque mercredi, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, ce matin, je le mentionnais dans le journal d'information, c'est assez important et on va s'y arrêter un petit peu. Le taux de récession, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Et en Israël, pour l'année 2020, qui a été marquée par la pandémie, est, on va dire, moins pire que ce que l'on pouvait imaginer. Il est de 2,4%. C'est pas très bon parce que, et c'est ce que l'on disait, c'est quasiment le taux le plus grave, le plus défavorable depuis les années 50, depuis la période de la grande récession au début de la création de l'État d'Israël. Mais c'est moins pire que ce que l'on pensait. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Oui. Avant d'expliquer ça, je voudrais encore revenir pour la dernière fois à rappeler à nos auditeurs que dimanche 21, ce dimanche-là, il y a la journée de Tzedaka pour les Olim. Nous allons maintenant parler immédiatement de cette question-là de la macro, c'est-à-dire en gros de l'économie en disant que c'est moins pire. Mais je voudrais, j'ai pensé avant de venir moins pire ici, pour des gens qui vivent au quotidien ces difficultés économiques, c'est déjà terrible. Oui, je voulais dire justement que le deuxième chapeau que j'ai ici, à part de venir vous voir une fois par semaine, c'est que je suis conseiller économique et social pour les Olim. Et il y a eu cette année-là, à cause du corona, des cas très durs qui m'ont été devant moi, que j'ai vus. Je peux même dire, et je crois que souvent, en-delà de ce qui est dit, de ce qu'on dit généralement, lorsqu'on a des cas humains en face, ça peut aider à quelqu'un à vouloir à faire un effort pour ce dimanche. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, moi, je n'ai pas eu d'argent pour payer. J'ai été vidé pour le corona, j'ai été vidé de mon emploi et j'ai travaillé comme cuisinier quelque part. Je n'ai pas de quoi payer mon hôpital. Et il avait des problèmes de diabète, des problèmes de pieds qui enflaient, des trucs terribles. Il m'a décrit au téléphone. Immédiatement, c'était autour de Pessah, je l'ai adressé à nos Mitzvus Ruyot, à Kalitime et tout ça qui sont bien occupés. Immédiatement, non seulement ils ont eu un appel qui m'a dit, très très gentil, à l'époque c'était Ariel Hawayon, qui d'abord ils aident, on parle, et après immédiatement ils lui ont donné une aide. Et donc je voudrais dire que c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai concret. Demandé, parce que moi je suis les cas, c'est-à-dire quand je suis les cas, et je peux vous dire que l'argent sur les gens qui m'ont demandé ont été donnés. Il y a eu immédiatement 500 shekels qui a été donné, et donc c'est pas rien, et espérons que ça sera une grande réussite. Voilà. Pour revenir à votre question. Je pense que nos auditeurs qui m'ont entendu ces dernières semaines, voire même moi, n'ont pas été étonnés de la nouvelle sensationnelle que finalement les statistiques ont donnée hier d'une moins forte récession qui était prévue. On avait parlé jusqu'à maintenant d'une récession de moins 3,5%. Et c'est de moins 2,4%, c'est beaucoup moins important que ce qu'on avait pensé. Il faut également relativiser ce chiffre par rapport aux pays de l'OCDE. La moyenne des pays de l'OCDE, l'année dernière, c'est une récession de 5%. Il y a des pays comme la France, autour de moins 9%. Expliquez-nous pourquoi. Comment Israël, alors que beaucoup de gens se plaignent justement de la gestion par le gouvernement et par le ministre des Finances de la crise économique. Beaucoup d'indépendants ont été, on va dire, spoliés, ont été écartés des aides parce que, eh bien, ils n'étaient pas salariés, ils n'appartenaient pas à la fonction publique. Ils se sont retrouvés souvent démunis. Comment on peut expliquer ce paradoxe entre, d'un côté, le nombre très important de chômeurs, de sans-emploi, et de l'autre côté, cette donnée sur la récession relativement modeste de l'État d'Israël? Oui. Sur le chômage, je dirai un mot après. En ce qui concerne, on va essayer d'expliquer, je crois qu'il y a 3 points. D'abord, Israël est un pays qui vit en crise permanente depuis sa création, même avant. Et donc, c'est un pays qui arrive à s'adapter à toutes les crises et trouve rapidement des moyens de s'adapter. Je pense que c'est une des raisons. Les pays qui sont concurrents d'Israël sont moins habitués à vivre en cette période totalement de crise. Deuxièmement, Israël est venu mieux préparé que les autres pays au moment de la crise du corona qui s'est déclarée il y a à peu près 1 an.
Pourquoi mieux? Il y avait un taux d'endettement bien moins important que dans la plupart des pays OCDE. Si on compare à la France, c'était 50% en moins, des choses comme ça. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a Israël est connu mondialement pour sa haute technologie. Et il y a des investissements massifs qui sont faits dans le monde, du monde entier dans la start-up israélienne, que ce soit dans la haute technologie ou dans le biomètre. Et ça, bien sûr, ça joue beaucoup. Pourquoi? Parce que le corona, il a surtout touché les commerces de détail, il a touché tout ce qui est physique, mais au contraire, il y a une explosion d'une demande de tout ce qui est digital, là où Israël, justement, avec sa force. Et donc, c'est pour ça que Israël a également mieux résisté que l'autre au choc. Maintenant, je voudrais dire par rapport au chômage, plusieurs chiffres, sont maintenant donnés au public israélien, bien entendu aussi des fois dans des vues de campagne électorale. J'ai entendu un qui a parlé hier de 1 million de chômeurs. Il y en a qui ont parlé de 800 000. Moi, je voudrais dire que hier, le Bitoire Leumi, qui est chargé de payer aux chômeurs, a dit qu'ils se sont rendus compte qu'il y a 400 000 chômeurs auquel leur service de l'emploi avait dit qu'ils ne travaillaient pas. Il s'est avéré, après vérification, qu'il leur avait été donné 2000 shekels en moyenne à ces 400 000 chômeurs, alors qu'ils n'étaient pas chômeurs, qu'ils avaient repris leur travail. Comment le Bitoire Leumi le savait? Parce que ces gens recotisaient au Bitoire Leumi. C'est des 400 000 chômeurs qui sont devenus chômeurs pendant la pandémie. Oui, apparemment, oui, ou même avant, peu importe, mais qui avaient repris le travail à un moment donné dans cette année-là. Et ça fait 1 milliard de shekels qui a été donné à des gens que, d'après la loi, ils ne devaient pas recevoir. Alors, le Bitoire Leumi a accusé le service d'emploi de lui avoir donné des mauvais chiffres. Il a dit même qu'il avait demandé une législation pouvant permettre un contact direct pour pouvoir donner aux gens qui ont besoin. Mais ça veut dire que les chiffres du chômage, il y a un grand problème là-dessus, puisque c'est quand même 400 000 que le Bitoire Leumi a dit qu'il n'existe pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de chômeurs. Je dis que les chiffres qui sont donnés par le service d'emploi, apparemment, ne sont pas bons. Il faut dire à ce sujet, d'ailleurs, parce que les gens peuvent être peut-être inquiets, les gens qui ont reçu cet argent, le Bitoire Leumi a dit, vu la situation sensible où on est maintenant, je ne vais sans doute pas redemander ces 2000 shekels en moyenne qui étaient donnés à ces chômeurs. Ils vont attendre la sortie de la crise, qu'ils essayent le plus rapidement possible pour pouvoir redonner cet argent. Enfin, dernière chose, et qui est liée à ce qu'on a dit, point de vue des exportations, puisque c'est lié à cette récession, Israël a baissé de 1%, je parle des exportations, je parle pas de la balance des paiements qui est positive, je parle des exportations commerciales. Bien entendu, quand l'ensemble des pays où elle exporte sont en crise, il y a moins de possibilités, je sais pas moi, des fleurs, des fruits et des choses comme ça d'envoyer. Et ça a baissé, mais légèrement, de 1%, alors que dans notre pays, c'est bien plus important, ce qui explique encore la force structurelle du shekel. Je rappelle que malgré les interventions massives de la Banque d'Israël en janvier, et encore maintenant, le shekel revient maintenant par rapport à l'euro. Hier, de nouveau, l'euro était de nouveau près de 3,90, alors qu'il était à 4 shekels il n'y a pas longtemps. Donc tout ça répond à votre question. Alors justement, on va parler d'une autre donnée aussi, c'est celle de l'inflation. Elle est aussi en baisse, hein, cette inflation. C'est oui. Aussi, alors je sais pas, je ne sais jamais si c'est toujours un bon signe lorsque l'inflation est en baisse, mais dans le cas précis, apparemment oui. Oui. Il y a une discussion, il faut le savoir, dans le monde entier sur les économistes. Est-on à la veille d'une reprise de l'inflation? Les économistes aiment à se faire peur, les gens sont assez angoissés, et des fois, ils mettent des sujets. Pourquoi c'est très important? Parce qu'à partir du moment où on dit que l'inflation mondiale reprendra, à ce moment-là, ça veut dire que les taux d'intérêt des banques centrales reprendront, et alors ça accentuera le problème de la récession dans le monde entier. En Israël, l'inflation a été en janvier moins 0,1%. Si on regarde sur un an, c'est moins 0,4%. Donc, c'est quelque chose qui est, on est en période justement de déflation, et c'est pas seulement là cette année-là, la plupart des années, alors que la Banque d'Israël a un plan, s'est engagé à dire que l'inflation en Israël devrait être en moyenne entre 1 et 3%. Chaque année, c'est pas comme ça. Chaque année, les prix baissent beaucoup plus que ce qu'elle n'avait pensé. Il y a plusieurs raisons à ça. Notamment, ça revient à ce qu'on avait dit, la révolution que nous sommes en train de vivre du digital permet sans doute une grande baisse du coût de production et par rapport aux consommateurs, ce qui expliquerait au niveau mondial et au niveau d'Israël, ce baisse de l'inflation. Il faut
je voudrais noter une dernière chose qui est très intéressante à ce niveau-là, de l'inflation qui est basse, c'est que la Banque d'Israël a un produit financier qui s'appelle en hébreu Makam, c'est-à-dire elle emprunte à celui qui veut de l'argent généralement 1 an maximum. Ce sont généralement des grandes institutions des grands investisseurs qui achètent ce genre de produits. C'est des produits extrêmement stables puisque c'est la Banque d'Israël qui emprunte. Or, ça se fait à un taux négatif autour de moins 0,1%, c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels, ceux-là qui ont beaucoup, sont prêts pour des prêts solides à avoir moins que 0%, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'inflation ne va pas remonter, bien que une des raisons qu'on dit, c'est que le pétrole, c'est vrai que par exemple les matières premières, surtout le pétrole, est revenu à $60. Et ça, c'est effectivement, qu'on l'a connu à $20-30, ça fait une grande différence. Mais je pense qu'il faudra suivre ça, mais le monde a tellement un problème de récession vu au Covid que je n'y crois pas. Ok, alors on va parler maintenant de la caisse de retraite Gilad. C'est une des caisses de retraite israéliennes qui a décidé de baisser presque arbitrairement le montant des retraites qu'elle verse chaque mois. Comment est-il possible ? Oui, c'est inquiétant, j'en parle parfois ici. En Israël, il faut rappeler que le système de retraite n'est pas comme pour nos Olim de France, garanti par l'État, où il y a un système qui est co-géré par le patronat et les syndicats. Non, en Israël, vos retraites sont, pour la plupart des sommes, investies en bourse. Et ça peut, ou bien dans en bourse, c'est-à-dire c'est dans des actions, des obligations ou dans des prêts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chose suivante. Cette caisse de retraite qui s'appelle Gilad, qui d'ailleurs était surtout pour des gens qui ont travaillé, qui étaient religieux, c'était comme ça qu'elle s'était fait, et elle a 1 demi-million de gens qui sont retraités par elle, qui ont cotisé des années. Et ces gens-là, maintenant, qui ont passé leur retraite, en généralement, avaient une petite retraite autour de 5000 shekels. Oui. On leur a annoncé, tout d'un coup, qu'ils vont avoir 5% en moins par mois. C'est important. Lorsqu'on pense que 5000 shekels, ça veut dire 250 shekels en moins, et ces gens-là, peut-être c'est des médicaments, d'autres choses que ces gens-là ne pourraient pas s'offrir. À ce niveau de retraite, c'est pas des sommes très importantes. Et ils ont dit, parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, comme on vient d'en parler, les taux d'intérêt sur lesquels elle investissait ont énormément baissé au niveau mondial et en Israël ces dernières années. Alors elle est en déficit. Elle a un déficit d'1 milliard de shekels et elle n'a pas d'autre moyen que de prendre l'argent chez les gens qui ont cotisé différentes années. Je m'étonne que ce qu'on appelle la rechute de Shekaon, c'est-à-dire le régulateur, les syndicats ou le gouvernement aient laissé une chose pareille se faire, parce que c'est des gens qu'est-ce que vous n'allez pas demander à quelqu'un à 75, 70, 80 ans de revenir travailler pour pouvoir compléter une retraite. Et ce que les économistes ont dit, c'est que c'est un problème, parce que c'est aujourd'hui ça peut être une autre caisse de retraite demain, et c'est, je pense, un des grands problèmes qui devra se poser dans les prochaines années. Alors, on va terminer cette revue de la presse économique avec un titre que vous avez relevé, qui est une révolution, effectivement, dans le paiement électronique par le téléphone en Israël. C'est pas nouveau, si je ne m'abuse, ça a déjà existé, non? Non, ce qui est nouveau, c'est que d'accord, la Banque d'Israël vient de permettre la chose suivante. Vous avez sûrement entendu parler de ce que c'est BIT pour la Banque Hapoalim, Fibit pour Banque Abenoumi. Ces deux-là ont eu l'accord de la Banque d'Israël pour faire la chose suivante. La Banque d'Israël veut de plus en plus qu'il n'y ait plus ni de carte de crédit, ni de monnaie physique, mais qu'un téléphone. Et bien sûr, ça, d'abord parce que pour des questions de sécurité, et non plus besoin de code d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il s'agit de la chose suivante? C'est de pouvoir prendre son téléphone, de faire cette application qui existe dans ces différentes banques, qui sont liées à des cartes de crédit. Et donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra prendre son téléphone, avec cette application qu'on aura fait, la plupart des cartes de crédit maintenant... C'est parce qu'on parlait du téléphone qu'il a sonné. Voilà. En fait, voilà. Que la plupart des cartes de crédit maintenant pourront le faire, ça Mastercard ou les autres. Vous prendrez votre téléphone, vous le mettrez sur la caisse de votre... là où vous voulez acheter quelque chose, car maintenant ça marchait de gens à gens, cette plateforme-là. Maintenant, ça va marcher dans la plupart des commerces en Israël et même à l'extérieur. Et donc... à ce moment-là, vous verrez immédiatement l'argent qui est passé. Vous verrez d'ailleurs tout l'argent qui va passer. Vous verrez votre compte où il en est. Et ça va permettre, bien entendu, de rendre donc ces choses, invisibles point de vue de physique, mais qui existera ce paiement-là. Et ça sera sûrement
ce qui va se passer dans les prochaines années. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour cette revue de la presse économique. Et on rappelle encore une fois, comme vous l'avez fait au début de cette chronique, la campagne de la Tzedaka, organisée par Qualita, et en particulier pendant cette journée du 21 février. On vous appelle bien entendu tous à vous mobiliser et à apporter votre contribution en faveur, en particulier bien entendu, des familles francophones qui ont été durement touchées, comme on l'a dit, comme vous nous l'avez dit, Daniel, par la crise du Covid-19 et par ses répercussions économiques dont on parle ici régulièrement chaque semaine depuis maintenant près d'1 an. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel. Bonne journée, à la semaine prochaine.